Donc bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette première session de l'après-midi donc pour ce Red Hat Forum 2017. Donc l'idée aujourd'hui vraiment c'est qu'on parle hybridation du cloud, qu'on parle DevOps, CI/CD et suite à une collaboration qu'on a eue conjointe avec Red Hat et OnePoint, on a travaillé pendant plusieurs mois sur un projet et aujourd'hui ça se matérialise par une solution et par une histoire, et c'est cette histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Donc c'est l'histoire de Bob, un DSI, et finalement son parcours pour aller vers le cloud hybride. Donc avant de commencer, je vais me présenter, je m'appelle Maxime Clérix, donc je travaille chez Red Hat, je suis architecte solution, donc je travaille principalement sur OpenShift, donc notre plateforme PaaS, et notamment sur tout le portfolio middleware. Et je vais laisser Dominique se présenter et vous expliquer la genèse de ce projet. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Dominique Clérac, je travaille pour OnePoint, je suis architecte et je suis spécialisé sur les solutions Red Hat et tout ce qui est DevOps, en particulier OpenShift. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous expliquer un petit peu d'où vient la petite histoire qu'on va vous raconter. C'est vraiment une petite histoire qu'on va vous raconter. Et cette petite histoire, en fait, elle est venue d'un constat quand on a abordé différents clients. On leur a parlé, on a essayé de leur présenter un petit peu OpenShift, ce que ça pouvait faire, et ainsi de suite. Et on a trouvé, en fait, systématiquement les mêmes remontées ou les mêmes retours de la part de ces clients. Donc il y a trois choses qui remontaient systématiquement. La première, c'est la partie cloud et la complexité qu'on peut avoir finalement à déplacer. Alors à l'époque, on parlait plus de virtualisation avec les VM, tout ce qui peut être un peu plus lourd, on va dire. Et la complexité qu'on pouvait avoir lorsqu'on avait une VM chez nous, par exemple, pour la déployer dans un autre environnement ailleurs. On sait faire des exports, des imports, mais c'est pas super pratique, ça prend du temps, ça se prépare. Et donc il y a cette complexité, on va dire, à déplacer une application et son écosystème d'un environnement à un autre. Le deuxième point, c'est le côté sécurité, alors sécurité au niveau du cloud. Alors, il y a cette notion commune, cette crainte, on va dire, de se séparer un petit peu de ces données et de les confier à une autre entreprise. Et ça, c'est quelque chose, alors justifié ou pas, à chacun de voir, mais dans la réalité, il y a toujours cette crainte de dire, voilà, mes données, quand elles sont chez moi, j'ai l'impression que je sais les maîtriser, que je sais surveiller les accès, ce qui va en être fait. Et j'ai cette impression que si je les confie à quelqu'un d'autre, à une autre entreprise, finalement, qu'est-ce qui me garantit qu'elle va faire aussi attention que moi à ces données et à ce qui leur arrive. Et le troisième point, c'est la notion aussi des sous-traitants. Alors il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir des sous-traitants. Alors nous, en tant qu'entreprise habilitée à faire du développement ou amenée à faire du développement, on rencontre ça aussi. Mais on a beaucoup de personnes qui disent, voilà, moi je sous-traite mes développements et finalement je suis un peu embêté parce qu'à chaque fois on va me livrer des choses avec un gros manuel d'install, avec une liste de choses à faire, et en général, à la page 12 du manuel d'install de 800 pages, je commence à avoir un problème, et puis là ça devient compliqué parce que ça marche chez eux, ça marche pas chez moi, et on rentre dans tout un tas de discussions. Alors parfois avec même beaucoup de bonne volonté, c'est pas le souci, mais effectivement il y a cette complexité. Quand on nous livre quelque chose, je maîtrise pas forcément la qualité de ce qu'on m'a livré, et surtout les personnes qui ont développé n'avaient pas forcément la conscience de l'environnement dans lequel moi j'allais développer. Et donc on avait ces trois problématiques, et l'idée nous est venue de dire pourquoi on n'essaierait pas de regarder aujourd'hui avec la conteneurisation, avec le projet OpenShift, si on serait capable ou pas de répondre à ces trois problématiques. Donc on a travaillé là-dessus, donc on a eu cette idée, et puis lors des échanges, on échange assez régulièrement avec Red Hat sur ces sujets-là, et ils nous ont dit oui, ça nous intéresse aussi, on voudrait participer un peu à cette aventure. Et donc on s'est mis en ordre de marche avec Maxime pour dire voilà, non seulement on a un produit, on a des besoins exprimés, et on voudrait voir si on est capable d'y répondre. Donc non seulement on y a répondu, mais derrière, pour essayer de vous présenter ça, on s'est dit on va vous raconter ça sous forme d'une petite histoire. La petite histoire de Bob, notre DSI. Alors Bob, c'est un DSI, on va dire, comme tous les autres. Il est sympathique, c'est possible, il y a des DSI sympathiques, et il est venu nous raconter son histoire. C'est l'histoire du multipass, ou plutôt comment Bob a fait en sorte de pouvoir gérer en fait avec le cloud hybride et la transition des développements, la transition des projets dans le cloud hybride. Pourquoi, comment il a fait et comment tout cela fonctionne. Donc l'histoire de Bob, elle commence de manière assez classique, comme tout bon DSI, il se retrouve un petit peu coincé entre la direction et le métier. Donc une direction qui va lui dire voilà, c'est bien, mais j'aimerais bien que la DSI me coûte un petit peu moins cher.
Et puis les métiers qui vont lui dire, bah, c'est bien, mais alors nous, quand on a une idée, à chaque fois, il faut 2 mois pour avoir une VM, il faut 3 mois pour que tout soit prêt, qu'on puisse déployer dessus. Après, pour monter en prod, il y a tout un process, c'est compliqué. Je pense que beaucoup ont connu ça. Et donc, ben voilà, Bob, il se retrouve coincé autour de tout ça, sauf que Bob, c'est quand même un peu un super DSI. Donc il avait déjà anticipé un peu le truc, et c'était un des premiers à avoir pris le virage de la virtualisation. Donc il avait virtualisé ses environnements, ce qui lui a donné déjà un premier niveau de souplesse, un premier niveau de rapidité. Bien entendu, ça va plus vite de travailler avec des virtualisations que d'aller acheter des serveurs, attendre qu'ils arrivent, et ainsi de suite. Ça lui a permis aussi de rationaliser les coûts, et puis surtout, il a mis en place la première plateforme PaaS, c'est un des précurseurs, il a été sur OpenShift parce qu'il sentait le virage de la conteneurisation arriver, et donc il s'est lancé sur OpenShift, et à partir de là, il avait une plateforme qui marchait pas trop mal, qui lui permettait finalement de déployer ses projets assez rapidement. Donc tout semblait aller très très bien pour Bob. Puis finalement, ça allait tellement bien que Bob, il s'est dit, ce qui serait sympa dans tout ça, maintenant que j'ai tout qui marche bien, mes process de développement et de production, j'aimerais bien en faire profiter un petit peu l'entreprise. Et il y a quelque chose qui marche bien dans l'entreprise, c'est d'essayer de profiter de la créativité des employés, et je vais leur proposer des espaces de lab, c'est-à-dire profiter de la souplesse finalement d'OpenShift et de ce qui nous est offert, pour pouvoir générer à l'intérieur de ma plateforme OpenShift des labs. Un employé a une idée, quel qu'il soit, et je vais lui permettre d'aller la tester, d'aller voir ce que ça donne, d'aller jusqu'au déploiement, de manière à ce qu'ils puissent expérimenter tout ça. Donc au début, il y a eu quelques personnes qui sont arrivées, puis finalement, dans l'entreprise de Bob, il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Et donc les gens sont arrivés. Ça a commencé en fait à marcher de mieux en mieux. Et malheureusement, Bob, il avait beau avoir fait de la virtualisation, il avait beau avoir fait de l'OpenShift, il a oublié un tout petit détail, c'est qu'à un moment, tout n'est pas extensible à loisir. Et donc il s'est vite retrouvé à avoir croulé sous les demandes. Et alors là, se pose un dilemme. Est-ce qu'on dit, finalement, c'est des labs, donc on les met à la porte, bien sûr, priorité à la prod et au projet. Sauf que là, on commence à dire, non, parce que les employés, maintenant, ils étaient bien habitués. Nous, côté métier, il y a quelques idées super bien qui ont marché, donc on veut les garder. Il faut garder ça. Deuxième solution, tiens, on va rajouter plein de serveurs, comme ça on aura plein de capacités. Sauf que c'est bien, mais rajouter des serveurs, s'il y a un projet qui s'arrête, s'il y a un moment il y a moins de lab, vous avez acheté des serveurs que vous payez, que vous amortissez, et qui finalement ne vont pas être utilisés. Donc est-ce qu'on peut vraiment investir pour agrandir la plateforme sans avoir une vision claire de ce qui va être réellement utile à court terme? Donc Bob, il s'est mis à réfléchir, mais il n'a pas eu besoin de réfléchir très longtemps, parce qu'il s'est dit, ce que j'ai besoin, ce qu'il me faut, c'est de l'élasticité. Pour avoir un petit peu d'élasticité, le truc sympa, c'est le cloud. Le cloud, ça va me permettre finalement de déployer et puis de consommer en fonction de mes besoins. Donc en route pour le cloud. Sauf que, comme je disais, il y a cette, on va dire, cette peur des données. Si je mets mes données dans le cloud, qu'est-ce qui va se passer? Et donc à partir de là, il rencontre un frein quelque part. Alors c'est un frein global. Il n'y a pas une personne qui va venir et qui va lui dire non, non, tu peux pas. C'est plutôt non, mais t'es sûr? Ah oui, mais c'est dangereux. Moi, je sais pas trop si on peut y aller. C'est compliqué. Là, il y a des données sensibles. Si les concurrents les ont, ça peut être grave. Ou on a des obligations légales. C'est compliqué. Et donc là, notre pauvre Bob, il se retrouve bloqué. Parce que, effectivement, il ne peut pas mettre les données. Si on ne peut pas mettre de données, finalement, on ne peut pas vraiment déployer les choses. Et ça devient compliqué à gérer. Alors, je vous dis attention aux données. Il faut bien être conscient que, en fait, dans la réalité, on a peur des données dans le cloud, mais très souvent, quand vous êtes dans le cloud, vous avez vos données, elles sont posées, elles sont sécurisées par des personnes qui ont l'habitude de faire ça, par des profils qui sont très expérimentés dans ce genre de choses, avec des contrats, alors qu'ils sont certes que des contrats, mais qui sont là pour vous protéger. Tous les accès sont audités, sécurisés, donc on a déjà un très bon niveau. Et bien souvent, les entreprises qui ont très peur de la sécurité dans le cloud, se retrouvent avec leur data center finalement assez accessible, ou les données qui pourraient être facilement piratées, alors soit directement, soit en ligne, soit par abus de confiance d'un employé. Et donc il faut bien faire attention à cette idée aussi un petit peu préconçue qui est le cloud, les données c'est dangereux et puis chez moi c'est sûr. Après il peut y avoir des obligations contractuelles, mais ça c'est autre chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà,
de toute manière, que ça soit vrai ou pas, que ça soit étayé ou pas, il y a cette crainte, on va dire générale, de est-ce que je peux mettre ou pas tout ça dans le cloud. Et tout ça, pour dire que notre pauvre Bob, il se retrouve à nouveau embêté, parce que voilà, il n'a toujours pas de solution, et il a toujours ces labs qui saturent un petit peu. Donc comme vous l'avez vu, Bob a un certain nombre de réflexions auxquelles il faut qu'il réfléchisse, qu'il aboutisse, mais pendant ce temps-là, il est obligé d'assurer la production de sa plateforme OpenShift, mine de rien. Donc il a mis à disposition une plateforme, et on se rend compte que ses développeurs en interne, ils ont pu bénéficier de cette plateforme, ils ont un environnement intégré sur leur laptop qui leur permet notamment de déployer via le Container Development Kit directement sur leur laptop, de déployer du container. Et ils ont également une plateforme PaaS partagée qui va leur permettre de gérer tout le cycle de vie de leur application. Donc finalement, ils vont pouvoir aller du test à la production, tout ça de façon automatisée, de façon standardisée. Et donc finalement, grâce à cette plateforme, toutes ces équipes de développement vont pouvoir facilement packager leurs applications et gérer leur cycle de vie. Donc, Mais du coup, bien qu'en interne, ça suive des règles de développement qui sont parfaitement bien huilées, que les déploiements se passent parfaitement bien et que les déploiements se passent parfaitement bien, comme toute DSI, finalement, ils sont incapables en interne de travailler entièrement sur tous leurs projets. Ils sont obligés d'externaliser un certain nombre de projets, et pour ça, ils font appel à des sous-traitants, finalement. Donc ces sous-traitants, on se rend compte que finalement, en travaillant avec eux, la vie n'est pas toujours rose. Donc au fil des cahiers des charges, des appels d'offres, les sous-traitants vont leur livrer un certain nombre de développements, de livrables. Et bien que finalement ces développements et ce qui est livré soit de qualité, soit fonctionnel et soit parfaitement déployé sur la plateforme, on se rend compte que ça ne respecte pas du tout en fait, les standards de la société. Et finalement, pour Bob, à chaque intégration, ça devient un véritable casse-tête, c'est vraiment compliqué, ça lui prend plusieurs jours et ça quitte vraiment les standards de l'entreprise. Du coup, finalement, Bob, il se retrouve réellement un petit peu désemparé parce qu'il ne sait pas les tests qui ont été déroulés au sein de ces containers, de ces livrables finalement. Donc il ne sait pas si les tests de performance ont été faits, si les tests d'intégration ont été faits, si les tests de sécurité ont été faits et comment ils ont été faits. Il ne sait pas ce qui a été packagé dans l'application finalement. Donc il n'a aucune vision sur les applications qu'il va déployer dans son SI. Donc finalement, ça le désespère un peu plus. Il se dit, j'ai déjà des problèmes, notamment de ressources informatiques, et je ne sais pas comment je vais être capable d'être élastique avec ma plateforme de production et de lab. Et en plus de ça, il a le problème des sous-traitants qui vient s'imposer. Donc ça lui fait un certain nombre de questions, et finalement, Bob, il commence à revenir à ses premières réflexions, qui sont de savoir comment est-ce que je peux être élastique au point de vue de mon infrastructure. Et finalement, il se dit, le cloud, j'ai bien réfléchi, mais je suis persuadé que c'est la bonne solution. C'est vraiment là qu'il faut aller, ça va vraiment répondre à mon besoin. Mais finalement, il se retrouve toujours face à la même impasse, face à sa direction qui est finalement tétanisée face à l'idée d'aller au cloud, d'aller exposer ses différentes données dans le cloud. Mais Bob, il est malin quand même. Dominique l'a dit, c'est un super DSI. Et du coup, il a trouvé la parade. Il s'est dit, je vais aller dans le cloud, mais ça, je vais le faire vraiment d'une façon différente. Donc voilà ce à quoi a pensé Bob. Donc finalement, il est parti du principe que généralement, dans des environnements de développement, de recettes, on va utiliser des données qui sont anonymisées, donc des données pour lesquelles qui ne sont pas sensibles finalement, et que dans les environnements de pré-production, de production, on va utiliser des données, elles, qui sont beaucoup plus sensibles, des données réelles. Donc du coup, ce qui s'est dit, finalement, pourquoi pas aller migrer tous mes environnements de développement directement dans le cloud, et garder en interne mes environnements de production, de pré-production, sur lesquels je vais avoir une totale mainmise finalement, et donc je vais pouvoir avoir le contrôle sur mes données. En plus de ça, Bob il s'est dit super, finalement mes charges de développement en général elles sont assez fluctuantes, et du coup avec des solutions comme des solutions de type cloud, je vais pouvoir profiter de cette élasticité et notamment réduire grandement mes coûts. Donc du coup, voilà comment Bob finalement a fait disparaître cette peur généralisée du cloud, ses a priori sur le cloud,
Et maintenant, il n'avait plus qu'à se concentrer finalement sur comment il allait transformer son IT, comment il allait la moderniser de façon à avoir une IT qui va être beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile, qui soit standardisée, mais surtout qui soit bien organisée. Mais finalement, en avançant sur son idée, Bob il s'est rendu compte que c'était pas si simple. On avait d'un côté des environnements dans lesquels on allait faire un certain nombre de développements, et se pose la question de savoir, une fois que j'ai développé des applications, qu'elles sont packagées, comment je vais faire pour les réinternaliser directement dans mon PaaS on-premise. Donc ça, c'était la première question. Ensuite, il s'est dit, deuxième question, finalement, comment je m'assure que ce qui est développé, c'est sécurisé, c'est conforme à mes standards, ça respecte mes règles de développement. Question. Donc finalement, il s'est dit, c'est peut-être pas si trivial que ça d'avoir des environnements qui sont déportés dans le cloud, des environnements qui sont internalisés. Donc il avait encore des questions à se poser à ce niveau-là, et il fallait encore qu'il fasse mûrir sa réflexion. Et du coup, Bob, en bon DSI, en DSI pragmatique, il s'est dit, oui, peut-être que je fais face à un certain nombre de problèmes, mais pour chaque problème, je peux trouver une solution. Et du coup, là, c'est ce qu'il s'est dit, j'ai une plateforme en interne, une plateforme PaaS qui s'appelle OpenShift, que j'ai déjà utilisée un certain nombre de fois, notamment pour standardiser, pour automatiser la gestion de mes applications, la livraison de mes applications. Finalement, pourquoi pas aller plus loin avec cette plateforme? Pourquoi pas aller regarder ce qu'il y a vraiment dans cette plateforme? Et finalement, si je peux pas, grâce à cette plateforme, aller vers l'adoption de ma stratégie de cloud hybride. Donc finalement, en ouvrant le capot d'OpenShift, Bob il s'est rendu compte que OpenShift était juste une API géante finalement qui permettait de contrôler tout le produit dans sa totalité, et que finalement il avait toutes les clés via cette API OpenShift pour orchestrer différentes plateformes, qu'elles soient dans le cloud, qu'elles soient en interne. Il fallait juste trouver un moyen finalement, un moyen centralisé d'orchestrer toutes ces plateformes. Et là, Bob, ce qu'il a fait finalement, c'est qu'il est allé voir son copain développeur, qu'on voit ici, donc forcément bon développeur barbu, fan de Star Wars, un développeur qui se respecte, et il lui a dit, voilà, j'ai cette super API, l'API d'OpenShift, ça va me permettre d'orchestrer mes différents PaaS, de les contrôler, de les maîtriser, mais maintenant, j'aurais besoin que tu me développes une interface, finalement, qui me permet de centraliser tout ça, qui me permet d'orchestrer mes différents projets, de la création pendant le run, etc. Et qui me permet d'avoir un certain contrôle sur les différentes plateformes PaaS, qu'elles soient déployées dans le cloud ou en interne. Donc finalement, après ça, le projet était prêt, il était cadré, il n'y avait plus qu'à lui trouver un nom. Et donc voilà, le problème du nom. Alors le fameux problème du nom du projet, la petite histoire dit qu'il y a des entreprises qui ont fait faillite en cherchant le nom d'une variable. Il fallait trouver un nom à ce projet. Donc notre Bob réfléchit, comment je vais appeler mon projet. Et puis le soir, il rentre comme tout le monde, il lui arrive de regarder la télé. Et puis là, donc il est devant la télé, il aime bien la science-fiction, comme tout geek qui se respecte également, et il passe une rediffusion du 5e élément. Alors Bob est un peu âgé, donc c'est pour ça, mais... Donc il regarde son 5e élément, et à un moment... il voit Lilou avec son multipass. Et dans sa tête, ça fait tilt, il se dit, tiens, multipass, qui ouvre les portes, tiens, moi j'ai un pass chez moi, je vais en avoir plusieurs, oh là là, je vais appeler ça multipass, le projet qui permet de passer d'un pass à un autre. Impressionnant, hein. Il est fort ce Bob. Et donc, Bob, une fois que le projet multipass il a un nom, on peut partir. Donc le rôle du projet multipass, c'est simplement d'orchestrer en fait les différents environnements et les différents développements au travers de plusieurs passes. Il passe du cloud jusqu'au on-premise, mais finalement, pour que chacun puisse se projeter un petit peu dans son histoire, on va dire personnelle et son entreprise, ça permet juste de passer d'un pass à un autre. Donc effectivement, vous pouvez tout faire dans le même, vous pouvez le faire dans plusieurs, vous pouvez en avoir un par environnement, et ils peuvent être placés là où vous voulez, tant que c'est de l'OpenShift, bien entendu. Donc ce projet multipass, c'est quoi ? En fait, ça consiste en 3 éléments principaux. Le premier, c'est une interface qu'on a appelée, bien sûr, Lilou. Et cette interface Lilou, elle va proposer un catalogue de services. Donc on va pouvoir dire, on vous montrera tout à l'heure, mais elle va pouvoir dire, voilà, moi je veux faire une application Spring Boot, moi j'ai une application PHP, et à partir de là, ça veut dire qui est l'administrateur. Et puis voilà, dans notre pipeline, on a par exemple 3 environnements. On a l'environnement de build, on a l'environnement de recette et on a l'environnement de prod. Et on va vous dire, l'environnement de build et la plateforme d'intégration continue, vous voulez la mettre dans quel pass ? Hop, vous avez la liste de tous vos passes.
je vais le mettre dans celui-là, par exemple, dans Amazon, puisqu'ils sont pas loin. Et puis la plateforme de recettes. Ah bah tiens, on va peut-être la mettre dans du Azure, parce que finalement, on a aussi un contrat chez Azure. Je veux vexer personne, c'est pour ça. Et puis finalement, la plateforme de prod, ah ben on va la garder chez nous, parce que là, on a nos données, on y tient. Donc vous allez sélectionner vos différents environnements, et finalement, le projet va vous générer automatiquement, on va dire, les différents environnements dans les différents clouds. Donc pour faire ça, donc bien sûr, on a l'interface qui nous sert de catalogue de services. On a un autre projet qui s'appelle Paradise, qui sont tous les templates OpenShift, c'est un petit peu la mécanique, ce qu'il y a sous le capot, qui permet de générer tout ce que vous voulez. Et on a le troisième point qui s'appelle Cordelius, qui est en fait une home page. Quand vous allez créer votre projet, en fait, vous avez une page qui va être créée, qui va vous dire, voilà, vous allez avoir une petite icône, là c'est l'adresse de mon GitLab, là c'est l'adresse de mon environnement de recettes, là c'est l'adresse de mon Nexus. En gros, tous les outils qui sont déployés, vous allez avoir une petite icône avec le lien qui vous permet d'aller dessus pour les différents environnements. Donc, comment ça marche ? Alors déjà, première chose qui est très importante, c'est que ce n'est ni plus ni moins qu'une utilisation qui est faite de la plateforme OpenShift. Comme on l'a dit, on a une plateforme OpenShift, on a des API, et on les utilise d'une manière bien particulière via une application qui a été développée. Donc là, dans notre cas, on va les déployer dans le cloud. L'usine logicielle, la fameuse usine CICD, donc avec, là on met le GitLab, on met le Jenkins, on peut mettre le Nexus, et tous les éléments, on va dire, qui sont propres au développement. Et on va avoir l'environnement d'intégration qui va être l'environnement dans lequel on va faire les builds. Dans le on-premise, on va déployer par exemple la recette et la prod avec bien entendu donc nos données bien à l'abri. Et pour faire fonctionner tout ça, on va avoir dans notre exemple deux pipelines. Un pipeline de build qui est, les développeurs ont fait leur développement et ils veulent le tester, donc ça réalise le build et ça réalise le déploiement dans la plateforme d'intégration. Et lorsque ces développeurs sont contents de leur travail, ils vont pouvoir dire ok, on veut que ça passe en recette. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'image qui a été générée, et j'insiste bien sur le fait que c'est l'image qu'on envoie, pas le code source, donc on envoie bien l'image compilée, prête à être déployée, elle va être poussée dans une registrie. Alors nous, on l'a mis au milieu, mais en fait, elle peut être dans un coin, dans l'autre. La seule chose qui est importante, c'est qu'elle soit accessible à toutes les plateformes PaaS qui vont fonctionner avec nous. Donc on va pousser cette image dans la registrie et on va lui mettre un tag, donc par exemple un tag recette. Et ce qui va se passer, c'est que les environnements qui ont été déployés, recette et prod, eux ils checkent cette registrie et lorsque il y a une nouvelle image qui arrive, leur nouvelle image qui arrive et qu'elle est taguée recette, la recette va déployer. Lorsqu'elle est taguée prod, la prod va déployer. Et donc là finalement, tout bêtement, les personnes qui vont être en charge de la promotion de l'application, de dire elle va monter, quel que soit le workflow et le nombre de validations, vont pouvoir dire ok c'est prêt pour la recette ou ok c'est prêt pour la prod. Et après bien sûr la plateforme OpenShift vous fait bénéficier de tout ce qui va être déploiement sans interruption de service, Blue Green déploiement, Canary, tout ce que propose la plateforme. Donc aujourd'hui, pour regarder un petit peu plus, on peut avoir finalement autant de passes qu'on veut. Alors la seule contrainte, c'est qu'effectivement, il faut que ce soit du OpenShift, puisque l'application s'appuie sur les API d'OpenShift. Donc on peut avoir autant de passes qu'on veut, et peu importe leur localisation. Et les trois, on va dire, éléments importants vont être la registrie, puisqu'effectivement, après le build, on va pousser dans la registrie, et les différents autres environnements vont venir chercher les images dans la registrie. Alors le SSO, techniquement, pour en avoir plusieurs, mais ça complique quand même pas mal les choses, parce que dès que vous voulez un administrateur, il faut connaître la liste des users d'une plateforme ou d'une autre, donc c'est quand même beaucoup plus simple si on a un SSO centralisé, donc avec du OAuth 2, par exemple un Red Hat SSO, au hasard. Et ensuite, on a notre plateforme Lilou, donc notre application, notre catalogue de services, qui lui va venir parler aux différentes API pour aller injecter les environnements et les éléments nécessaires. Et ça, ça plaît beaucoup à notre RSSI parce qu'il se dit finalement, dans cette approche telle qu'elle est faite, les plateformes PaaS n'ont pas besoin de se connaître les unes les autres, parce qu'on aurait pu faire le choix de dire, tiens, le build dans le pipeline, il va pousser directement sur l'API de l'autre plateforme, mais ça nécessite que chaque plateforme sache où se trouve la suivante, puisse dialoguer avec, et du coup, si on a deux plateformes, ça va. Si on en a 8, parce que pour tout un tas de raisons différentes, on se retrouve à avoir pour chacune des 8 plateformes les adresses des 7 autres, ce qui devient très vite compliqué à gérer. Là, l'avantage, c'est que chaque plateforme ignore complètement l'existence des autres. Elles ont juste à connaître leur SSO, la registrie, et Lilou, qui est le projet principal, on va dire, qui fédère, qui orchestre tout ça, lui doit connaître la liste des plateformes PaaS auxquelles il s'adresse.
Donc les avantages de la mise en place de ce projet multipass par notre ami Bob, la première chose, c'est que les employés ont pu continuer à créer leurs applications, à avoir leur lab, et finalement, comme c'est déployé dans le cloud, quand il y a un peu plus de lab à un moment, bien sûr ça a un coût, on ne va pas le cacher, mais c'est un coût qui est assumé, et il sait faire face sans mettre en péril sa production. Lorsqu'il y a une baisse d'activité, que ce soit pour le développement ou pour les labs, finalement les tarifs vont baisser également, donc ça colle assez bien. Et donc ce côté, on va dire, ouverture du code, permettre aux gens de déployer aussi rapidement leur environnement de développement, parce qu'on parle des labs, mais même pour les projets. Vous prenez un quick start, par exemple Spring Boot, en 5 minutes, vous avez un projet qui est prêt avec du Swagger, avec tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir coder, avec tout le template, avec tous les tests, tout est prêt, il n'y a plus qu'à mettre le code en fait dans les cases, même les séquences de build sont déjà préposées. Donc un développeur qui dit tiens je dois commencer un projet avec une API REST, 5 minutes plus tard en fait il peut commencer à coder. Et ça c'est pas anodin non plus. Donc il y a ce gain. Effectivement, donc, comme je le disais juste avant, la capacité d'adapter, on va dire, les coûts de l'infrastructure aux charges de développement ou aux charges des labs en fonction des moments. Le tout étant bien sûr de minimiser les coûts pour la DSI tout en gardant le maximum de services. Donc du coup, vous l'avez vu, dans un contexte vraiment interne à la DSI de Bob, il a su solutionner tous ces questionnements finalement qu'il avait grâce à la solution Lilou. Maintenant, restait le problème des sous-traitants dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc vraiment de savoir ces sous-traitants, comment je vais faire toujours pour intégrer leur développement. Est-ce que finalement je ne peux pas trouver une solution qui me permette de faciliter tout ça? Du coup, finalement, Bob s'est rendu compte que avec Lilou, il avait la solution sous la main, du moins avec Multipass globalement, avec OpenShift. Et l'idée, finalement, c'est la suivante. C'est de se dire que grâce à Multipass, je vais pouvoir instancier un projet où je vais passer une partie de mes environnements chez mon sous-traitant, une partie de mes environnements chez moi, notamment mes environnements de pré-production et de production. À l'instanciation du projet, je vais avoir mon Quick Start applicatif qui va venir, donc notamment avec tous mes standards en matière de développement, je vais avoir mes pipelines préconfigurés qui vont venir pour construire mon application, mais également pour la promouvoir. Donc je suis sûr que tous mes tests sont exécutés, donc que ce soit mes tests de sécurité, de performance, d'intégration. Si je veux avoir des profils de calimétrie sur mon application pour être sûr que mon code source est bon et qu'il n'est pas à jeter, je peux les intégrer. Et finalement, de façon automatisée, ce qui va se passer, c'est que mon prestataire, il va commencer à développer des applications. On va les passer dans cette petite moulinette. Tout ce qui n'est pas conforme à mes standards, on va pouvoir l'éjecter directement. Donc moi, j'ai pas de souci à savoir que je vais recevoir du code applicatif qui ne respecte pas du tout mes standards et qui n'est pas forcément déployable chez moi. Et finalement, dès qu'une application respecte mes standards de développement, directement elle va passer dans son environnement d'intégration, on va pouvoir faire la promotion et je vais récupérer ça en interne, donc via ma registry, je vais pouvoir le déployer sur mes différents environnements de pré-production, de production. Et finalement l'avantage avec tout ça, c'est que c'est fait de façon automatique. Donc que ça soit mon sous-traitant, que ça soit mes développeurs, que ça soit Bob, ils n'ont pas à soucier de savoir comment je fais pour déployer cette application à un instant T. Tout est automatisé de bout en bout. On a juste des validations humaines, par exemple, pour passer donc, en pré-production en production. Donc grâce à ça, on en a fini pour Bob avec les manuels de déploiement qui font 800 pages, les problèmes d'intégration, les nuits passées à essayer de déployer une nouvelle application. Finalement, maintenant, ce qui se passe, c'est que il a une façon standardisée et automatisée de déployer toutes ces applications. Donc, comme je l'ai dit, finalement, plus aucun intervenant ne vient essayer d'exécuter des tâches de déploiement. Tout se fait de façon automatique. Donc, un réel gain de temps finalement pour Bob en tant que DSI. Maintenant, on l'a vu, Bob s'est posé beaucoup de questions au fil de son voyage vers notamment cette solution de cloud hybride. Et la dernière des solutions, c'était de savoir, on l'a vu, multipass, donc ça implique qu'il y ait énormément de passes, qu'il y en ait au moins 2, 3, X passes, plusieurs. Et c'est de savoir, au bout d'un moment, quand je vais avoir plusieurs passes, que je vais avoir plusieurs applications déployées dans ces passes, comment je vais faire pour avoir une vue opérationnelle sur tout ça, bien que fonctionnellement tout aille pour le mieux, j'ai besoin, moi, en tant que DSI, quand même, d'avoir le contrôle sur tout ça. Et je voudrais éviter que ça soit l'anarchie au niveau de tous mes passes.
et finalement de finir les pieds dans le tapis comme Bob, de m'écraser le nez face contre terre. On va pouvoir avec CloudForm gérer notamment tout ce qui est sécurité, conformité des images qui vont être déployées dans OpenShift. Donc ça nous permet de s'assurer qu'on ne va pas introduire d'applications vérolées au sein de nos plateformes. Ensuite, ça nous permet également d'avoir un système qui nous permet de centraliser toutes les opérations qu'on peut faire sur nos différentes plateformes OpenShift. Donc, grâce à CloudForm, finalement, c'est comme ça que Bob a su répondre à sa dernière problématique dans son voyage vers le cloud hybride, dans la gestion de ses passes. Et c'est comme ça que Bob a pu terminer avec la fin suivante. Alors bien sûr, comme toute bonne histoire, il y a une fin, et une belle fin, un happy end. En fait, on s'aperçoit que par la mise en place de son projet, par sa ténacité aussi, et par le fait qu'il ait recherché systématiquement les bonnes solutions, notre DSI Bob, il a réussi quelque part à rationaliser les coûts de sa plateforme par la mise en place, en fait, par le débordement dans le cloud, par l'utilisation du cloud pour toute l'activité, on va dire, qui avait besoin d'élasticité. Il a réussi aussi, par la conteneurisation, c'est évident, à avoir un gain aussi par rapport à la virtualisation qui elle va consommer plus d'overhead à chaque création, à pousser vers les architectures de microservices. Il a réussi aussi à faire plaisir aux métiers. Alors non seulement parce qu'à l'origine leur demande c'était de pouvoir aller plus vite et que là sans avoir les phases de déploiement un tantinet longues et tout ça avec toute l'automatisation qu'il y avait derrière, il y a un gain qui est évident en termes de rapidité, mais il a rajouté aussi quelque chose qu'avait pas demandé le métier mais qu'aujourd'hui il ne lâcherait pour rien au monde, c'est la capacité de permettre aux personnes qui sont dans la boîte et qui ont des idées de les tester et de voir si elles peuvent avoir un intérêt pour l'entreprise. Comme je disais, oui, il y a un coût pour l'entreprise, mais finalement, si sur les 20 idées qui sont sorties, il y en a une qui perce et qui est vraiment intéressante, finalement, le coût des 19 autres, on pourra l'amortir. Et ça, c'est important. Et c'est important sur un autre point aussi, c'est que d'ouvrir cette capacité, d'ouvrir, on va dire, cette liberté, on va dire, d'entreprendre aux personnes de l'entreprise, ça a aussi un intérêt, ça a aussi un côté attractif pour les profils intéressants. Et donc, l'entreprise, quand les personnes disent « Ah bah tiens, moi j'ai eu un peu de temps pour travailler sur des projets, moi quand j'ai une idée, je peux la mettre en place, on me fait un petit peu confiance aussi », ça attire d'autres profils, ça attire des gens, et donc du coup, l'entreprise arrive à avoir des candidatures plus intéressantes et se développe dans un cercle vertueux. Donc tout est formidable, et du coup, Bob peut partir en vacances. Donc juste pour vous donner une petite idée, donc on vous a pris là 2 captures de l'application Lilou. On peut la voir sur notre stand. Pour ceux qui le souhaitent aussi, on est en mesure de venir vous faire une démo chez vous, que ce soit nous ou que ce soit Red Hat, ou ensemble d'ailleurs, ça marche très bien également. C'est simplement pour vous donner, donc on a mis cette application, qui est une application en responsive design, où simplement, on va pouvoir choisir parmi les catalogues. Donc là on en a mis 3, on a mis un WordPress, un PHP et un Spring Boot, mais on peut mettre ce qu'on veut. Après c'est chaque entreprise qui va se fabriquer son catalogue. Donc on va sélectionner, ce que l'on souhaite déployer, et on va arriver sur une autre page. Alors il y a une première partie pour choisir le nom du projet, mais ensuite simplement on va choisir dans quel OpenShift on veut déployer, qui va être l'administrateur de la plateforme et quel email on veut utiliser, puisque finalement quand tout va être créé, la personne va se retrouver administrateur par exemple du GitLab et va recevoir les mails qui lui permettent de réinitialiser son mot de passe, de faire toutes les opérations classiques ou de recevoir les notifications. Donc pour chaque environnement, on peut choisir un pass, et à partir de là, donc, tout est généré. Alors, pourquoi pas une démo là tout de suite? Une raison très simple, c'est que, grosso modo, la création de tout l'environnement, donc avec le projet, avec les Nexus, avec tout ce qu'il peut y avoir autour, ça prend une dizaine de minutes. Alors, une dizaine de minutes, quand on est une entreprise et qu'on sait le temps que ça prend pour le faire autrement, c'est pas grand-chose. Par contre, sur une démo, passer 10 minutes à regarder le truc tourner comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il n'y a pas de souci, on peut vous le montrer comme je vous le disais sur notre stand, on est prêt, ou si vous êtes pressé, vous nous laissez vos coordonnées, on vous rappelle, on prend rendez-vous, on vient vous le montrer chez vous, ou vous venez chez nous, voilà, c'est sans aucun problème. Du coup, petit point pour conclure cette présentation, donc on souhaitait insister sur le partenariat Red Hat OnePoint. Donc ça fait plus de 6 ans qu'on est partenaire avec OnePoint, et ça fait vraiment 1 an qu'on travaille ensemble sur un grand nombre de projets, et au-delà d'un partenariat, on essaie vraiment de créer une synergie entre deux compagnies, et notamment, on le voit aujourd'hui via ce projet, c'est une idée originale qui a été portée par OnePoint, mais ensuite ça se traduit par une collaboration commune finalement,
un mélange de nos idées pour aboutir à cette présentation, à ce genre de projet. Et déjà, on espère que ça vous a plu. On espère pouvoir continuer à collaborer de nombreuses fois avec Dominique et avec OnePoint plus globalement pour vous proposer des projets toujours plus innovants, des talks toujours plus innovants. Donc moi, à titre personnel, je souhaitais remercier Dominique et toute l'équipe de OnePoint pour leur engagement, leur confiance et toutes ces idées innovantes qui nous apportent tous les jours, les retours d'expérience qu'ils ont notamment en tant qu'intégrateur, que nous on n'a pas forcément en tant qu'éditeur logiciel. Et donc je pense que ces derniers mois ont été très formateurs pour tous les deux notamment et pour poursuivre sur de nouveaux projets. Je rajouterai juste, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu simple quand on vous montre l'architecture, mais il faut bien comprendre que quand on est parti de l'idée, il y a eu tout un tas d'itérations, parce qu'il y a des choses qui paraissaient évidentes et qui en fait ne l'étaient pas. On a eu tout un cheminement, on va dire, pour trouver les bonnes manières de faire et pour réussir à mettre ça en place. Donc on est content du résultat, et finalement le fait que ça paraisse très simple après une fois posé, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on ne s'est pas non plus complexifier la vie, et qu'on a une solution, on va dire, qui est crédible et qui peut être mise en place facilement chez les clients. Je vous propose, si les personnes ont des questions, d'y répondre tout simplement. Et sinon, voilà, on a un super stand avec tout un tas de gens super sympathiques, des poufs où on peut s'asseoir, on est très bien, tout un tas de petites cochonneries à manger, c'est formidable. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, s'il y a des choses que vous n'avez pas pu poser ou pas eu le temps de poser, n'hésitez pas, vous venez, on est là pour y répondre, on est nombreux et on sera très très heureux de vous accueillir.